Et si 50 ans d'aide internationale avaient créé les systèmes de corruption les plus sophistiqués au monde, 1200 milliards de dollars d'aide ont été versés en Afrique, créant des élites kleptocrates plutôt que du développement. Ces sommes colossales équivalent au PIB entier de l'Espagne, de l'Australie ou de la Corée du Sud. Mais au lieu de réduire la pauvreté, cette manne financière a institutionnalisé la corruption systémique. Quand les programmes d'aide ont commencé, seulement 11% des Africains vivaient dans la pauvreté. Dans les années 1990, après des décennies d'assistance, ce chiffre avait explosé à 66%. Aujourd'hui, il reste à 38%, soit 3 fois plus élevé qu'avant le début des programmes d'aide. Cette détérioration prouve que l'argent international a empiré la situation plutôt que de l'améliorer. Les présidents africains volent en jet privé pendant que 30% du continent vit sans eau potable. Des ministres portent des montres Rolex à 6 000 $ lors de réunions contre la pauvreté. Les estimations suggèrent que le continent perd 30 milliards de dollars annuellement à cause de la corruption. Cela représente 30% de toute l'aide reçue, soit des centaines de milliards volés sur 50 ans. Si vous voulez comprendre comment l'aide internationale finance la corruption, abonnez-vous et activez les notifications, car cette analyse révèle les mécanismes pervers de l'industrie humanitaire. Malawi illustre parfaitement cette dynamique avec l'aide étrangère représentant plus de 40% du budget national. Les responsables gouvernementaux volaient des millions pour acheter des voitures de luxe et des maisons privées. Malgré cette corruption massive, il n'y eut aucune retombée politique, car les citoyens n'avaient aucun pouvoir. Les gouvernements démocratiques normaux sont financés par les impôts, créant une responsabilité envers les citoyens. Quand les gens paient des impôts, ils attendent des services en retour et peuvent exiger de nouveaux gouvernements. Mais les pays dépendants de l'aide brisent ce mécanisme car le financement provient de donateurs étrangers. Peu importe ce que pensent les citoyens locaux, car les gouvernements répondent aux bailleurs externes. Cette structure permet à la corruption de persister avec peu de résistance domestique, créant un dysfonctionnement permanent. Les élites dirigeantes n'ont aucune incitation à servir leur population puisqu'elles ne dépendent pas de leur soutien. L'argent coule directement des capitales occidentales vers les comptes bancaires des dictateurs africains. Ce système transforme l'aide humanitaire en mécanisme de transfert de richesses vers les élites corrompues. Institutions étatiques africaines furent soit nouvellement formées, soit héritées d'administrations coloniales. Dans les deux cas, elles étaient conçues pour un seul objectif, extraire la richesse plutôt que servir les populations. Contrairement aux démocraties occidentales, ces États fonctionnent entièrement pour servir les intérêts des élites. Les indices mesurant la qualité institutionnelle placent systématiquement les pays africains en bas du classement. En 2025, les nations africaines représentaient près de la moitié des 30 pays les moins démocratiques. Il n'est pas difficile d'imaginer pourquoi verser des centaines de milliards dans ces États pose problème. Cette captation systématique explique pourquoi l'Afrique reste pauvre malgré l'aide massive reçue. Cette désindustrialisation n'est pas une coïncidence, mais le résultat direct de l'aide étrangère. L'industrie textile africaine illustre comment l'aide détruit les entreprises locales par concurrence déloyale. Dans les années 2000, près de 80% des vêtements vendus dans certains pays africains venaient de l'étranger. Au Ghana, plus de 80% des usines textiles domestiques ont fermé entre 1990 et 2010. Cette destruction industrielle élimine des milliers d'emplois ainsi que les connaissances et réseaux nécessaires. Le secteur industriel africain a rétréci de 15% à seulement 10% de l'économie continentale en 2 décennies. Cette désindustrialisation n'est pas une coïncidence, mais le résultat direct de l'aide étrangère. Les recherches académiques confirment que l'aide nuit à l'industrialisation africaine en moyenne. Même la Banque mondiale reconnaît que l'augmentation de l'aide affaiblit les manufactures locales. Modèle de croissance basé sur les exportations a permis le développement rapide de la Corée du Sud, Taïwan et Chine. Ces nations ont offert des biens bon marché aux consommateurs occidentaux sur les marchés internationaux. Cela leur a permis de s'industrialiser, de développer des industries domestiques et de gravir la chaîne de valeur. Mais ce processus nécessite le maintien d'une monnaie faible pour rendre les exportations compétitives. L'argent de l'aide crée l'effet inverse en renforçant la monnaie locale sur les marchés de change. Quand l'argent afflue dans un pays, il doit être converti en monnaie locale pour être dépensé.
Cela fait monter le prix de la monnaie, rendant tout plus cher pour les acheteurs étrangers. Une monnaie plus chère signifie que les exportations africaines deviennent non compétitives mondialement. Pour les économies en développement, c'est un désastre total, car le modèle de croissance par exportation devient impossible. Les exportations africaines représentent à elles seulement 20% du PIB moyen contre plus de 40% pour les économies asiatiques. Au lieu de développer des industries compétitives, les pays dépendants de l'aide s'appuient sur l'assistance étrangère. Leurs économies domestiques restent non compétitives et sous-développées par le design structurel. Les projets d'aide échouent massivement, selon un rapport de 2012 du Center for Global Development. En Ouganda, près d'un tiers des fournitures médicales données n'atteignent jamais leur destinataire prévu. Vol, mauvaise gestion ou simple échec logistique expliquent ces taux d'échec catastrophiques. Après le tremblement de terre de 2010, Haïti a reçu des milliards d'aides, mais moins de 10% ont atteint les institutions locales. La plupart transitaient par des contractants étrangers, des ONG ou des coûts administratifs. Plus d'une décennie plus tard, de nombreuses communautés manquent encore d'assainissement de base ou de logements permanents. Cette inefficacité révèle l'incapacité structurelle de l'industrie de l'aide à livrer des résultats. Les mécanismes de responsabilité fonctionnent dans les entreprises privées, opérant sur des marchés concurrentiels. Si une entreprise fournit un mauvais produit, les consommateurs se tournent vers ses concurrents. Les revenus de l'entreprise chutent et elle peut même faire faillite si elle ne s'améliore pas. Les fournisseurs sont responsables devant les utilisateurs, créant des incitations à la performance. Les aides étrangères ne fonctionnent pas de cette façon, car si un projet échoue, il n'y a aucune conséquence. Les bénéficiaires ne peuvent pas retenir leurs impôts ou voter pour quelqu'un d'autre. Le financement provient de gouvernements étrangers ou de donateurs, il n'y a donc aucun mécanisme de responsabilisation. Le résultat est un énorme manque d'incitation à bien faire les choses. La dépendance systémique s'installe quand les gouvernements africains comptent sur l'aide plutôt que sur leurs citoyens. Cette dynamique affaiblit les institutions et étouffe les industries locales qui pourraient créer de la richesse. L'aide ne livre pas la transformation promise malgré des décennies d'investissements massifs. Les preuves sont difficiles à ignorer. L'aide a échoué comme stratégie de développement à long terme. Les moments de crise, comme la famine, les conflits ou les catastrophes naturelles, justifient une aide d'urgence temporaire. Mais comme stratégie de développement à long terme, l'aide crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. L'objectif devrait être de construire des institutions solides et de soutenir les entreprises locales. Créer des systèmes où les gouvernements sont responsables devant leur peuple plutôt qu'envers les donateurs étrangers. La corruption institutionnalisée se perpétue car les dirigeants africains n'ont aucune incitation à changer. Tant que l'argent continue d'affluer de l'étranger, ils peuvent ignorer les besoins de leur population. Cette déconnexion entre gouvernants et gouvernés explique la persistance de la mauvaise gouvernance. L'aide internationale maintient artificiellement au pouvoir des régimes qui seraient autrement renversés. Les extractives institutions héritées de la colonisation se renforcent grâce au flux d'aide internationale. Ces structures concentrent le pouvoir et la richesse dans les mains de petites élites connectées. L'aide fournit les ressources financières nécessaires pour maintenir ces systèmes extractifs. Au lieu de promouvoir le développement, l'aide perpétue les structures qui empêchent le progrès. Le cycle de dépendance continue tant que les incitations perverses de l'aide internationale persistent. Pour briser ce cycle, il faut se concentrer sur la construction institutionnelle plutôt que sur les transferts financiers. Soutenir l'entrepreneuriat local et créer des systèmes responsables devient prioritaire. Jusqu'à ce que cela se produise, le cycle de dépendance va simplement continuer indéfiniment. Abonnez-vous pour comprendre comment les bonnes intentions peuvent créer les pires désastres humanitaires de l'histoire moderne. L'expérience africaine montre que donner de l'argent sans réformer les institutions peut détruire des continents entiers.